Nous allons présenter ici une expérience historique célèbre réalisée par Michelson et Morley dans les années 1880. À cette époque, on pensait encore que la lumière avait besoin d'un support pour se déplacer, comme toute onde. Les ondes sonores ont besoin d'un milieu matériel. On pensait que les ondes lumineuses avaient besoin d'un support qu'on a appelé l'éther. Alors ce support ne devait pas être de nature matérielle comme le son, puisque visiblement cet éther devait baigner toute chose, y compris ce qu'on appelle le vide, puisque la lumière, par exemple, nous parvient du soleil. Et donc, on donnait à cette substance qu'on appelait l'éther des propriétés assez paradoxales. Ça devait être quelque chose de très subtil, puisque ça baignait toute chose, que visiblement on avait l'impression que dans le vide il n'y avait rien, mais il devait être cet éther également très rigide, puisqu'il conduisait à une propagation de la vitesse de la lumière très importante, 300 000 km à la seconde. Bref, même, soit dit en passant, on peut même dire qu'au XIXe siècle, cet éther servait non seulement d'explication à la vitesse de la lumière et au support de la lumière, mais également au support de la chaleur. Certains parlaient de l'éther luminifère, d'autres calorifère, et certains disaient que c'était la même entité. Donc nous sommes dans ce contexte-là à la fin du XIXe siècle, et Michelson et Morley ont l'idée de pouvoir mesurer grâce à l'éther qui baigne toute chose, qui est donc partout dans l'univers, qui donc doit être immobile, de mesurer la vitesse absolue de la Terre par rapport à cet éther. En se disant, puisque la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse quand même très importante, 30 km par seconde, eh bien on devrait pouvoir détecter cette espèce de vent d'éther à la surface de la Terre. Et ce vent d'éther, puisqu'il est le support de la lumière, devrait conduire à une modification du comportement de la lumière si la lumière se propage dans le sens du mouvement ou à contresens, et ça nous permettrait donc de détecter, de déterminer de manière quantitative cette vitesse absolue. A priori, ça semble être une assez bonne idée. Notons que cette expérience, dans l'esprit en tout cas de ces initiants, devait également vérifier l'existence de cet éther qui commençait à être mise en doute par certains. Alors, quelle est l'expérience? L'expérience consiste à envoyer de la lumière d'une source sur un dispositif qui va séparer cette lumière en deux faisceaux. Chacun de ces faisceaux ensuite étant réfléchi par un miroir, la lumière va donc revenir et va pouvoir être détectée par un observateur. Si la Terre était immobile, autrement dit, si la Terre n'avait pas de vitesse par rapport à l'éther, eh bien on aurait cette situation-ci. Par contre, en réalité, on sait que la Terre se déplace à une vitesse quand même très importante, et donc on devrait obtenir cette situation-là. Alors commentons chacune des situations. Dans la première situation, on s'arrange bien entendu pour avoir un dispositif symétrique, c'est-à-dire que la longueur L3 de l'aller-retour V sur le bras du miroir C doit être égale à la longueur L1, l'aller-retour sur le bras du miroir E. Autrement dit, on a cette hypothèse-là. Un premier faisceau de lumière va donc se déplacer comme ceci, va être réfléchi, revenir et être détecté. Et un autre faisceau de lumière va parcourir ce chemin-là, être réfléchi et ensuite être détecté. Et l'idée, c'est de comparer ces deux faisceaux de lumière, qui sont donc des ondes, et si l'on s'arrange pour avoir des longueurs identiques, les deux faisceaux partant en même temps, ils devraient arriver en même temps sur le détecteur. On devrait donc avoir des interférences constructives. Autrement dit, les deux faisceaux devraient être en phase. Ça, c'est la situation si la vitesse est nulle. Que se passe-t-il, que devrait-il se passer en réalité puisque la Terre, encore une fois, est en mouvement par rapport à l'éther? C'est ce que nous allons étudier par le deuxième schéma. Supposons que cette vitesse qu'on devrait conduire à une sorte de vent d'éther dans la direction et le sens indiqués maintenant. Ça veut donc dire qu'il y a un faisceau qui, arrivant sur
l'élément séparateur, devrait continuer sa course en direction du miroir C, mais de manière oblique, puisque la Terre se déplaçant, le miroir va également se déplacer. Puis pour revenir sur l'élément de détection, la lumière doit également se déplacer de manière oblique, mais là, rien de choquant, puisqu'on retrouve simplement ici la deuxième loi de l'optique géométrique, réflexion sur un miroir. Puis ensuite, cette lumière est détectée. L'autre faisceau va tout droit, il traverse le dispositif, mais il doit aller plus loin que précédemment. Pourquoi? Parce que le miroir E, c'est également à continuer à se déplacer. Par contre, pour le retour, il a une distance plus petite à franchir que précédemment, puisque là, il va en direction du système optique de séparation, qui lui continue également toujours à se déplacer selon la direction indiquée. Puis ensuite, ils sont, ces deux faisceaux, détectés. Pour donner une autre analogie pour être sûr que cet élément est bien compris, tout se passe un petit peu comme si la lumière était une sorte de nageur qui devait traverser un plan d'eau. Alors voilà quel serait le plan d'eau. Dans le premier cas, c'est un plan d'eau avec un eau immobile, donc le nageur, pour traverser selon ce type de parcours, eh bien, irait tout droit et reviendrait sur ses pas. Tandis que s'il y a non pas un plan d'eau mais une rivière, pour pouvoir aller et retour, le nageur va être déplacé avec une trajectoire oblique entraînée par le courant d'eau et va revenir également par une trajectoire oblique. C'est bien ce que nous avons observé ici. Et alors, quelle est la prévision logique de Michelson-Morley du fait de ce déplacement relatif par rapport à l'éther? C'est que une des trajectoires, la T3 ici, étant plus courte que l'autre des trajectoires, il y a un déphasage qui va apparaître entre les deux faisceaux de lumière. On s'attend donc à ce que si on applique les préceptes de la physique classique, l'espace, la longueur d'un dispositif symétrique est la même, quel que soit le mouvement de ce dispositif par rapport à ce que vous voulez, par exemple par rapport à l'éther, est lié au fait que la vitesse de la lumière, eh bien, comme tous les objets, peut être différente en fonction du mouvement de la source et de l'observateur. Et je vous renvoie à un Shomi qui traite en détail de ces problèmes d'addition des vitesses. Eh bien, la prévision, c'est que l'expérience doit donner en réalité un résultat déphasé et non pas un résultat en phase. Et donc, à partir de là, on peut, en connaissant quelques règles sur l'électromagnétisme, déduire la vitesse absolue de la Terre par rapport à l'éther. Alors, ce point mérite d'être discuté un petit peu plus en détail, c'est ce qu'on va faire ici, et on va maintenant vérifier qu'on devrait bien classiquement obtenir un déphasage. Nous allons donc raisonner ici en nous basant sur ce schéma, en appelant le parcours BE le parcours qui est en bleu, le clair, le parcours EB le parcours de retour qui est en bleu foncé, et le parcours BC le parcours qui est dessiné en magenta. Ces parcours sont caractérisés par le fait qu'ils sont soit parallèles au mouvement de la Terre par rapport à l'éther, ou perpendiculaires. La physique classique nous indique que la distance parcourue, vitesse fois temps, c'est donc bien une distance parcourue par la lumière sur l'allée, bleu clair ici, est égale à la distance du bras au repos, plus le fait que le miroir E se déplace, et il se déplace à une vitesse U, et donc la distance qu'il parcourt pendant le temps T1, c'est U fois T1. Mettant en évidence T1, on peut donc écrire que T1 est égal à L divisé par C et moins U, puisque ce terme-là est passé de l'autre côté. Sur le parcours de retour, en bleu foncé, on a le même raisonnement, c'est-à-dire que la distance parcourue, c'est la longueur du bras, mais cette fois-ci réduite
d'une distance UT2 du fait que l'élément optique ici continue à se déplacer et va à la rencontre du faisceau de lumière qui revient. De même, on peut mettre en évidence T2 et isoler T2 ensuite, qui donne donc L, divisé cette fois-ci par C plus U, résultat tout à fait analogue au précédent, sauf qu'une fois il y a un plus et une fois il y a un moins. Combinons maintenant ces deux expressions et vérifions ce résultat. Si l'on additionne T1 avec T2, on peut mettre en évidence L, il reste donc cette expression. On peut ensuite mettre ces deux fractions sur le même dénominateur par la technique habituelle, et cela donne, après simplification, cette expression. Simplification, puisqu'on a ici un moins U et on a ici un plus U. Nous pouvons encore simplifier cette écriture si l'on pose un facteur, on définit un facteur gamma de la manière suivante. On peut donc remplacer cette expression et faire apparaître le facteur gamma, et cela donne ceci pour gamma carré, ce qui est presque cela, à un facteur 2 près et à un facteur c carré près. On peut donc écrire que T1 plus T2 est égal à 2 fois la longueur L multiplié par gamma carré, mais divisé par C, puisqu'on a ici un carré et que là on a simplement C. Au niveau des notations, j'appelle cette longueur L parallèle, sous-entendu que nous sommes bien ici avec un déplacement du faisceau parallèlement à la rotation de la Terre par rapport à l'éther. Pour le dernier parcours, le parcours magenta, BC, eh bien, nous pouvons voir que nous avons affaire ici à un triangle rectangle dont la distance parcourue est en fait rien d'autre que l'hypoténuse. Et par Pythagore, on sait que l'hypoténuse, c'est le carré de l'hypoténuse ici, est égal au carré de la somme des carrés des facteurs. Dans un premier temps, le avec de groupe nouveau, caractéristique L, de l'ester c'est la est distance représenté du par bras, les atomes C doublés et UT3, c'est la distance le parcourue terme par le watt. dispositif pendant le temps T3. À gauche, la Nous chaîne pouvons donc isoler carbonée de contient cette expression deux atomes de le temps carbone. T3 et le mettre en évidence comme On aura précédemment. donc le groupe Nous éthane. avons donc L et Le racine nom de carrée l'ester commence de à se former, C éthanoate. carré moins U carré. À droite du Mais en groupe réalité ester ici, ce qui nous intéresse, T2, c'est recherchons la durée propane, du parcours entier, propanoate de 2. l'aller et du retour sur le miroir C. Il faut donc encore multiplier ce résultat par 2. Et en utilisant toujours la même relation, gamma, et plus précisément gamma carré, gamma défini ici, eh bien, on peut montrer qu'il reste donc un facteur 2. La longueur L, que je vais appeler ici L perpendiculaire, puisqu'on est bien en perpendiculaire par rapport au mouvement de rotation de la Terre, gamma divisé par C. Puisque dans gamma, si vous voulez, dans cette expression, on utilise cette expression-là, puisque dans gamma, il y a bien ce terme-là qui se retrouve ici, mais il n'y a pas ce terme-là, il faut donc le multiplier ici, le diviser ici. Donc grâce à l'introduction pour la première fois dans l'histoire de ce facteur gamma qui sera tellement important dans la relativité restreinte tout d'abord puis générale ensuite, eh bien on peut maintenant comparer nos deux temps et vérifier cette affirmation du départ. Que pouvons-nous dire entre 2 fois le temps T3 et le temps T1 plus T2? Eh bien en physique classique, puisqu'on a ce postulat, c'est que si on a un dispositif, la longueur du dispositif ne va pas dépendre du mouvement ou non de ce dispositif par rapport à quoi que ce soit. On a donc en réalité que la longueur L perpendiculaire et la longueur R parallèle sont égales.
On peut donc de chacune de ces expressions isoler L, et cela donne T1 plus T2 divisé par 2 gamma carré fois C pour la première expression, et 2T3 divisé par gamma fois C pour la seconde expression. On voit donc que l'on peut simplifier de cette manière-ci, simplifier également de cette manière-là. Il y avait également un 2 que j'ai omis ici. Si on regarde L, on a donc 2T3 divisé par 2. On peut donc encore simplifier par 2. Il reste finalement l'expression qu'on voulait comparer, le temps pour l'aller-retour de manière parallèle et le temps pour l'aller-retour de manière perpendiculaire. Ces deux expressions sont égales? Non, elles sont égales à un facteur gamma près. Alors que vaut gamma? Gamma est égal et compris entre 1 et l'infini. On peut le vérifier rapidement. Si l'on suppose que la vitesse u est nulle, ce terme-là est égal à 0. Au carré est égal à 0, 1 moins 0 c'est égal à 1, racine de 1 c'est 1, et 1 sur 1 ça donne bien 1. Ça marche. Si l'on prend maintenant une vitesse de c, on a donc ce terme c sur c qui est égal à 1, au carré qui est égal à 1, 1 moins 1 c'est égal à 0, racine carrée de 0 c'est 0, et il reste quoi? 1 sur 0, et ceci c'est bien l'infini. Autrement dit, le facteur gamma est toujours plus grand que 1 si la vitesse est non nulle. Autrement, c'est égal à 1. Et puisqu'ici nous sommes dans le cas d'une vitesse, forcément le facteur gamma est plus grand que 1. Et comme donc ce terme est plus grand que 1 et qu'il divise T1 sur T2, nous avons bien démontré cette relation. Et donc nous devrions bien obtenir Cherchons un la chaîne déphasage. principale contenant le carbone du groupe amide. Nous sommes donc maintenant Il y a prêts au deux choc atomes de carbone, d'où qu'ont éthane. ressenti Michelson et Morley et l'ensemble de la communauté scientifique dans les années Amide, 1890-80, d'où lorsque le amide. résultat de l'expérience Il y a un c'était groupe que méthyle la sur lumière l'atome d'azote, était en phase. N, Et donc tout se méthyle. passait comme si la vitesse absolue de la Terre par rapport à l'éther était nulle. Tout se Cherchons passait la comme si chaîne carbonée la la plus longue Terre ne se contenant le déplaçait pas carbone par rapport à du l'éther. groupe amide. Il y en a 4, d'où butane. Ce choc Le groupe a nécessité de caractéristique est nombreuses le années groupe pour être amide. digéré, et il a été digéré par étapes, d'abord par Fitzgerald à la fin dans la fin des années 1880, puis par Einstein de manière définitive en 1905. Il y a donc quelque chose qui ne marche plus du tout dans la physique classique, et ce qui ne marche plus, c'est la chose suivante. C'est qu'il faut, et on s'en convainc que petit à petit, et on accepte finalement qu'en 1905, que la physique classique est erronée, et que ce qui est erroné, c'est le fait que la distance ne dépende pas de l'observateur. En réalité, la distance dépend de l'observateur, et ceci est lié au fait que la vitesse de la lumière n'est pas variable, mais qu'elle est toujours de c, quel que soit le mouvement de la source et ou du détecteur.